Celui que je faisais, c'était un des assez stressants. Euh, D'être un... Moi, à prime abord, là, j'étais un bond trader, qu'on appelle. Fait que j'étais un arbitragiste sur les obligations du gouvernement du Canada. Hawaï, va nager avec les requins. Démerde-toi, puis si tu n'es pas capable de faire quoi que ce soit avec les requins, ben c'est nous autres qui vont te manger, tu sais. Parce que j'avais énormément confiance en ma capacité, en mon talent. Puis je voulais un terrain de jeu à la mesure de qui je pensais que j'étais, puis pour être capable de m'exprimer. Puis terrain de jeu, j'en ai eu tout un. Nous voilà rendus en live sur la page de Courageusement Humain. Bienvenue tout le monde sur la page aujourd'hui. Vous le savez, on est dans une série de conversations, de dialogues authentiques avec des hommes qui m'inspirent. Tout ça dans le but de célébrer la Journée internationale de l'homme qui avait lieu le 19 novembre. Mais moi, je me suis dit, pourquoi ne pas garder cette journée-là en mémoire un peu plus longtemps. Puis aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec quelqu'un qui m'inspire beaucoup. C'est la première fois qu'on se croise, j'allais dire en live, mais on ne s'est jamais vu en personne. Alors, j'ai le plaisir de vous présenter chez nous Éric Giassion, qui est coach et qui est aussi surnommé le yogi de Wall Street. Éric, bienvenue sur la page de Courageusement Humain. Merci beaucoup, Justin. Merci pour l'invitation. Je suis vraiment content d'être là. Puis bravo pour ce que tu fais. Merci beaucoup. Le thème, Éric, aujourd'hui, c'est l'homme et la performance. Évidemment, les femmes vont se retrouver et puis elles sont les bienvenues dans l'écoute de cette rencontre-là. Mais mon intention, c'était d'offrir des pistes aux hommes qui nous écoutent parce que je pense qu'on est dans un point de bascule où pendant longtemps, on a vu que les hommes étaient peut-être un peu en retrait par rapport au développement personnel, à leur présence dans des ateliers, des retraites, des choses comme ça. Et on voit s'accélérer ce mouvement-là de plus en plus dans les derniers mois. Moi, j'ai une cohorte actuellement d'une douzaine de personnes et c'est 50-50. Et donc, l'homme et la performance, mais surtout ce qui se cache derrière. Et quand j'ai identifié ce sujet-là, tout de suite, j'ai pensé à toi, Éric, parce que je me suis dit, le gars est allé à Wall Street, puis dans ma tête à moi, évidemment, je ne suis jamais allé, je n'ai jamais pratiqué ce métier-là, mais dans ma tête, ça doit être le métier le plus stressant sur la planète ou à peu près, qui demande d'être en contact constant avec la performance. Donc, c'est pour ça que je me suis tourné vers toi. Si tu nous décrivais d'abord, Éric, comment tu en es arrivé à te pointer le bout du nez à Wall Street? Je ne sais pas si c'est le métier le plus stressant sur la planète, là, mais c'en est. Et puis, il y a beaucoup de jobs à Wall Street, là, mais celui que je faisais, c'était un des assez stressants. D'être un. Moi, à prime abord, j'étais un bond trader qu'on appelle. Fait que j'étais un arbitragiste sur les obligations du gouvernement du Canada, puis on n'avait pas nécessairement une business dans laquelle tu t'assoyais là, puis le siège produisait 1 million par mois ou 10 millions par mois. Tu, ni plus ni moins, tradais les marchés montaient, t'essayais d'être long, les marchés baissaient, t'essayais d'être short, puis tu avais une chance sur deux de faire de l'argent. Mais ce qui était stressant, c'est l'environnement hostile dans lequel on était. Puis l'environnement hostile aussi, mais aussi l'environnement hostile où, je veux dire, you eat what you kill, d'une certaine façon, puis tu as une chance sur deux de perdre de l'argent, puis tu n'es pas élevé puis entouré dans l'amour nécessairement là-dedans. C'est Hawaï, va nager avec les requins, démerde-toi, puis si tu n'es pas capable de faire quoi que ce soit avec les requins, ben c'est nous autres qui vont te manger. T'sais. Et comment je me suis ramassé là, moi? Ça, c'est conditionnement social, familial. Je suis né fils de médecin, petit-fils de médecin.
Ça, c'est le conditionnement que j'ai eu. Si mes parents avaient travaillé à Wall Street ou si mes parents avaient été des yogis ou des hippies ou des Hells Angels, j'aurais reçu un conditionnement différent. Mais ça, c'est le conditionnement que j'ai reçu. Puis assez jeune, tu sais, puis il y a 50 ans, ben, à Saint-Vincent-de-Paul, un petit village, j'étais le fils du médecin. Puis en plus, mon grand-père aussi était médecin. Ça fait que, tu sais, dans la hiérarchie sociale, il y a 50 ans, tu as le curé du village puis tu as le médecin. Ça fait que je vais au restaurant, je vais à quelque part. Ah, tu es le fils du docteur Gesson. Ça fait que tout de suite, tu apprends que tu existes d'une certaine façon dans le regard des autres. Ça fait que de fil en aiguille, pour continuer à exister dans qui je pense que je suis président de ma classe, je suis carrière au football. Là, ça me prend une job à la mesure de qui je pense que je suis. Ça fait que j'avais un de mes amis qui était cambiste pour une grande banque canadienne, puis il me parlait de ça. Il recevait les appels la nuit de Tokyo, le dollar canadien montait, descendait. Puis ça avait l'air vraiment trippant, mais ça avait surtout l'air d'une belle façon de recevoir la reconnaissance, puis d'être important dans le regard des autres, puis même d'être important, de jouer un rôle important à l'intérieur de la banque. Là, fait que de fil en aiguille, j'ai travaillé ici pour plusieurs grandes banques pendant environ 4-5 ans, mais tu penses tout le temps que ceux qui ont un meilleur modèle ou qui sont plus élevés que toi dans l'espèce de hiérarchie sociale, qui ont l'air plus heureux. Tu sais. Je veux dire, si tu t'en vas en avion, tu regardes les gens qui sont en classe affaires, si toi tu es en classe économique, ou si tu regardes les gens qui ont tes voisins qui ont une plus grosse maison, ou celui à lumière rouge qui a une plus grosse auto, tu les regardes, puis maudit qu'ils ont l'air à avoir quelque chose de plus que toi. Tu sais. Fait que Montréal, ben, c'est bien beau, là, mais c'est une banlieue en finance, puis tu penses que les gens qui sont à Wall Street, avec leurs grosses voix, leurs gros cigares, leurs grosses positions, puis leur gros salaire, qui doivent être tellement plus heureux que nous autres. Là, fait que je l'ai manifesté. J'ai décidé d'une certaine façon que c'était ça que je voulais. Puis Morgan Stanley, c'était mon client à l'époque. Puis je me suis rapproché de la personne. Puis à un moment donné, il avait perdu leur trader d'obligations canadiennes. Puis j'ai dit, ben, est-ce que vous cherchez à le remplacer? Voilà. Puis c'est ironique parce que je m'aperçois que j'ai à peu près manifesté tout dans ma vie. Mais ça, je l'ai manifesté parce que ben, je pensais que c'est ça que ça te prend pour être heureux, mais aussi parce que j'avais énormément confiance en ma capacité, en mon talent. Puis je voulais un terrain de jeu à la mesure de qui je pensais que j'étais, puis pour être capable de m'exprimer. Puis terrain de jeu, j'en ai eu tout un. Tu sais. Dans quel état d'esprit on est le matin, Éric, quand on se lève et qu'on sait que c'est là qu'on s'en va travailler, qu'il n'y a personne qui va nous faire des faveurs, qui va nous faire la passe, c'est nous autres qui doit, en langage de gars de hockey, prendre la rondelle dans notre zone, l'amener dans l'autre zone, se faire la passe soi-même, puis la mettre dans le but tout seul. Qu'est-ce que ça finit par gruger en toi? Parce que j'ai comme l'impression qu'à un moment donné, ça devient lourd, tout ça à porter. Oui, effectivement. Tu sais, moi, j'étais jeune quand même. Je suis arrivé là, j'avais 28 ans. J'avais 2 enfants, on a eu une troisième là-bas. Puis, j'étais vice-président tu sais, chez Morgan Stanley. On venait d'ouvrir le pupitre d'obligations canadiennes. Puis, tu sais, chez Morgan Stanley, sur le parquet à l'époque, il y avait environ 1000 personnes. Puis le trader d'obligations canadiennes, ben, tu étais un peu comme le vidangeur là-dedans, tu sais, d'une certaine façon. Puis tout le monde a des franchises. Tout le monde a des franchises qui sont, avec leurs sièges, sont plus profitables, si tu veux. Puis nous autres, même si on était un gros nom, Morgan Stanley, le siège n'était pas profitable. Puis moi, je veux, tu sais, c'est bien beau, tu dis ça ici à Montréal, là, au Québec. Là, moi, j'ai travaillé à Wall Street. Oh, wow, tu sais, tu étais trader d'obligations canadiennes. Mais quand tu es là-bas, tout le monde travaille à Wall Street. Puis comme je l'ai dit, le trader d'obligations canadiennes, c'est un peu comme le vidangeur. Mais moi, je cherche à exister là-dedans. Fait que je cherche à prendre les plus grosses positions, prendre le plus de risques possible, de tout le temps challenger ma limite de risque, la limite qui était permise des positions que je pouvais prendre. Tout ça dans le but de faire du cash, d'exister, puis d'être important dans le regard des autres. Mais pour revenir à ta question, moi, je restais au Connecticut, ça fait que je faisais comme 1 heure de train le matin, 1 heure de train le soir. Là, fait que je prenais le train de 5h30 le matin, puis je revenais à 7h30, 8h le soir. Mais tout le long de l'arrêt de train, j'avais peur.
au lieu d'aller là, puis vraiment d'avoir envie, puis d'avoir envie de performer, d'avoir envie de contribuer, d'avoir l'intention de faire une différence, j'étais plutôt habité, tu sais, par la peur de perdre ma job, la peur de ne pas être assez, la peur de ne pas être important, la peur de faire des erreurs. Puis, ben, c'est ça. J'entends qu'inconsciemment, le focus était sur la peur de la vulnérabilité, la peur de me tromper, la peur de quelque chose. Et au lieu d'être en contact avec ça, le réflexe, c'était d'aller dans OK, bon, ben, jouons all-in, essayons de démontrer qu'on a de la valeur, qu'on est bon, qu'on a notre place, etc. Et j'ai envie de t'amener. Mais tu n'es pas supposé avoir peur. Oui, c'est ça. Tu n'es pas supposé avoir peur. Là, je veux dire, l'image, là, si tu veux, là, pour les jeunes, d'une certaine façon, c'est Top Gun, c'est Iceman. Tu n'es pas supposé avoir peur. Les meilleurs traders sont ceux qui sont capables de faire face à l'adversité, toujours prêts, tout le temps avec la bonne réponse, comme un vrai computer ambulant. Vent, la jette. Tu n'es pas supposé avoir des émotions. Des émotions puis la peur. Tu parlais de la différence entre les hommes et les femmes, mais je ne veux pas dire, mais c'est pour les autres, c'est pour les faibles. Hey, puis là, si tu veux me parler de ta peur et de tes problèmes, tu veux un ami, achète-toi un chien. Il n'y a pas d'amis. Tu es assis là, tu fais du cash, et si tu veux pleurer, c'est pas là pantoute. Fait que tu n'es pas supposé avoir peur, puis d'une certaine façon, si tu as peur de ne pas performer, si tu as peur de prendre du risque, tu ne restes pas. Tu n'as pas le droit de le dire. Tu vas perdre ton siège, puis tu vas perdre ta capacité. Puis ben, là, si tu perds ton siège, ben, c'est qui tu penses que tu es. Ça fait que tu perds d'une certaine façon ton existence. Fait que tu es constamment habité par la peur de performer à tout prix, tout le temps. Puis moi, ben, comme je l'ai dit tantôt dans mon conditionnement, moi, j'étais un peu comme Obélix. Là, je veux dire, c'est pas tout le monde qui a le même message selon le conditionnement, mais moi, le message que j'avais eu en plus, c'est que j'étais dans un environnement de performant, mais je voulais être le plus performant. Puis ça, je l'ai retrouvé quand j'ai travaillé à la fin de ma carrière, ma dernière job chez Brevin Howard. Chez Brevin Howard, encore une fois, ben là, je trade le risque canadien. Je suis spécialiste du risque canadien, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, mais je trade un peu partout dans le monde, pareil. Puis moi, je suis le dernier arrivé chez Brevin Howard, mais moi, je me mesure au meilleur chez Brevin Howard. Chris Rokos, puis Alan Howard, puis je veux être meilleur qu'eux autres. Puis je n'ai pas un portefeuille aussi gros qu'eux autres, mais je cherche à faire autant d'argent qu'eux autres. Fait que non seulement je suis dans un environnement hostile, je suis dans un environnement de top performant, mais moi, je cherche à être le meilleur là-dedans, d'une certaine façon, parce que j'ai confiance en moi, mais ce qui est sous-jacent à ça, c'est le sentiment d'être inadéquat, de ne pas être assez, puis de prouver aux autres que j'existe. Aucun espace pour. C'est le fun que tu m'as amené là directement. Ma question, ça allait être, écoute, comment tu fais quand tu as une mauvaise journée? Mais ce que je comprends, c'est juste impossible. Il n'y a pas de place pour les mauvaises journées, sinon tu vas être dévoré tout cru. Tu sais. Je veux dire, je te l'ai dit tantôt, là, il y a une chance sur deux que tu fasses ou que tu perdes de l'argent. Ça fait que des mauvaises journées, tu en as, puis moi, j'en ai eu, mais puis l'important, puis un bon trader là, va avoir peut-être un success rate de 52-55%, puis des pertes de 48-45%. Mais ce qui est important, c'est que tes bonnes journées soient meilleures que tes mauvaises journées. Ça fait que même si tu es 50-50, si tu fais 2 piastres quand tu fais de l'argent, puis tu perds 1 piastre quand tu en perds, bien, tu vas être gagnant en bout de ligne. Mais il y en a des mauvaises journées, puis ça, je veux dire, c'est intéressant que tu parles de ça. Puis je n'avais pas nécessairement vraiment réfléchi. Puis tu sais, là-dedans, maintenant, en accompagnement, je suis beaucoup dans l'accueil des émotions, de ce que tu vis, de nommer. Hey, écoute, là, puis tu sais, moi, je prenais des positions, pas nécessairement sur des journées. Là. Je tradais dans la journée mon portefeuille, mais moi, je faisais une analyse macroéconomique de ce qui s'était pas se passer dans le monde. Je mettais tout ça dans un portefeuille assez compliqué. Puis à l'intérieur de ça, j'avais des swings dans la journée. Fait que mes mauvaises passes pouvaient durer des journées, des semaines, puis des fois des mois. OK? Puis j'avais tout ça à l'intérieur de moi, ces émotions-là.
OK, mais tu n'as pas le droit de le dire. Mm. Tu n'as pas le droit de le dire, puis tu l'expliques. Non, non, je le sais, puis voici ce que je vais faire, m'inquiétez-vous pas, puis je suis en contrôle, tout ça. Puis en dedans de toi, tu es en train de te torturer. Ah, il y a pas d'espace pour ça, mais tu as besoin d'avoir un bon plan puis d'être convaincant dans l'expression du plan de cette façon-là, déjà pour atténuer un petit peu le ressenti difficile qui est là à l'intérieur de nous. Oui, puis, tu sais, je veux dire, tu sais, une des phrases, là, je pense, c'est ouais, mais often puff and make believe you know, even though you don't. De Don Juan, excuse, c'est ça. Mais tu sais, c'est faire croire, tu sais. Mais d'une certaine façon, je veux dire, dans cette espèce d'image-là que tu essaies de projeter de confiance, te donne confiance ou peut te donner confiance aussi d'une certaine façon. Mm. Donc, de Wall Street, tu as décidé, toi, que tu tournais vers le yoga. Pas vraiment. Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé? Non, pas vraiment. Je sais que les médias le disent. J'ai peut-être eu de la misère il y a 10 ans à l'avouer de cette façon-là. Là, le millionnaire à Wall Street qui a tout quitté puis, pour devenir prof de yoga, mais c'est pas vraiment ça qui est arrivé. T'sais. Je travaillais chez Brevin Howard. Chez Brevin Howard, le salaire moyen est égal à un bon gros lot de la 649. Puis, fait que finalement, là, dans mon espèce de quête, là, que ceux qui ont plus à côté de toi doivent être plus heureux, finalement, je t'ai rendu à l'apogée, je t'ai rendu, j'avais les mains dans le plat de bonbons là, pour non seulement me réaliser personnellement, prendre le cash, avoir la gratitude, tout ça. La crise de 2008 est arrivée. J'ai vu la crise venir. En une nuit, en plein milieu de la crise, j'ai eu ma meilleure année à vie. En 4 heures seulement. Une nuit, là, quand Bear Stearns s'est fait racheter par JP Morgan a fait faillite, j'ai eu ma meilleure année à vie en 4 heures seulement. Mais là, la crise commençait. Fait que là, moi, finalement, là, c'était pour être le jackpot là, de tout ce que j'avais attendu toute ma vie. Brevin Howard, ni plus ni moins, ferme son bureau à New York, me met dehors en même temps que 500 000 personnes en finance à New York, 8-9 millions d'Américains. Je ne l'ai pas pris, je ne l'ai pas accepté. Moi, je pensais que j'étais ça. Je pensais que je valais ça. Et là, ça l'a amené comme une perte de repère, une perte de sens, une perte d'identité. Mon modèle venait d'exploser complètement. Puis j'étais complètement déconnecté de qui j'étais vraiment, qui je pensais que j'étais était en stratosphère, si tu veux. Puis les gens m'appelaient puis m'offraient des bonnes jobs, là, vraiment mieux payés qu'un prof de yoga. Mais moi, je pensais que je valais Brevin Howard. Si je n'avais pas ça, fait que je disais, écoute, sérieusement, là, je ne vais pas aller travailler avec vous autres, gang de paysans. Là, puis quand la job à ton boss va être disponible, peut-être tu m'appelleras, mais là, je ne vais pas prendre ça. Puis finalement, dans cette perte de sens-là, en quête d'identité, en quête de comprendre, puis je me suis retrouvé, moi j'avais un bagage athlétique, j'ai fait 4 fois Ironman, je me suis retrouvé dans une classe de yoga, puis ça m'a fait du bien. Puis, bon, ben, tu l'as dit tantôt, je ne sais pas si on était hors d'onde ou en onde, là, mais j'ai commencé le yoga dans l'hyper-performance. Ça fait que là, ça m'a fait du bien. Ça fait que là, je me suis trouvé un studio. J'y allais à tous les jours, plusieurs fois par jour. Je faisais les classes les plus difficiles, les pauses les plus difficiles. Puis je faisais ça Ironman style avec mon conditionnement, mais quand même, ça me faisait du bien. Puis ça m'a amené dans un autre cheminement. Tu sais, la curiosité, moi j'avais vraiment, je partais les fins de semaine dans ce temps-là, c'était pas tout en ligne, on imprimait ça, là, mais je partais avec une pile là, de même là, de papier imprimé, de toutes les recherches, de toutes les firmes de courtage pour lire, pour essayer d'accumuler le plus possible de connaissances pour avoir la meilleure idée possible sur les marchés, pour me faire une tête puis construire les portefeuilles. Puis quand j'ai quitté la finance, ou quand la finance m'a quitté, bien, l'espèce de même curiosité, je l'ai appliquée à qu'est-ce qui m'est arrivé. C'est ça que j'ai fait de la recherche sur la spiritualité, sur le développement personnel, sur le coaching, sur la psychologie, la neuroscience, et ainsi de suite. Puis vraiment pour dire, non, mais écoute, qu'est-ce qui m'est arrivé? Pourquoi est-ce que j'ai frappé le mur comme ça?
Et puis, ben, ce qui m'a ouvert la porte à ça a été le yoga, puis s'en est suivi ben, le développement personnel, puis le coaching. Puis le coaching et les conférences est arrivé un peu par défaut, si tu veux. Tu sais, les gens m'appelaient, puis les gens me disaient « Oh my God, Éric, t'as l'air tellement zen. Moi, j'aimerais ça, la sacrée là, la job, moi, puis m'en aller à Caillou Coco, puis être zen. » Mais fait que les gens m'appelaient de faire, tu sais, pour avoir de l'accompagnement et des conférences. Et ça fait que c'est là que j'ai commencé, où j'ai décidé d'en faire une business parce que j'ai compris qu'il y avait un besoin, j'avais quelque chose à partager, j'avais la capacité de le partager, puis d'aider, puis de faire une différence. Tu sais. Puis c'est un peu ça ma mission maintenant. Là. Tu sais, c'est moi. Je ne sais pas si je l'aurais écouté, le Yogi de Wall Street, hein, mais j'aurais aimé ça, avoir un éveil à un moment donné, que quelqu'un me questionne sur mon intention, puis là, on est dans le thème de la performance, tu sais. Pourquoi tu veux performer? C'est quoi ton intention? Tu fais tout ça par peur, par plaisir? Qu'est-ce qui t'habite? C'est quoi tes sentiments? C'est quoi tes émotions? Qu'est-ce que tu ne dis pas que tu devrais dire? Écoute, ça me parle absolument ce que tu dis, Eric. Tu as fait allusion dans notre conversation jusque-là, et même avant qu'on entre en ondes, tu as parlé de l'importance ou du lien qu'il y a entre la performance et l'identité. Tu as dit, ben moi, c'était là, c'était dans mon identité, je pensais que c'est ça que j'étais, je pensais que c'est ça que je valais. Comment on en arrive? Ben, comment t'en es arrivé à toi? Parce que je ne pense pas que chacun on ait la recette, mais qu'on en a une. Quelle a été, toi, ta recette, Éric, pour arriver à dire je fais la paix avec cette identité de hyper performant, de James Bond, de Iron Man. Comment j'en arrive à calmer ça, cette espèce de pulsion-là dans la performance, puis continuer à être en paix avec ce que je suis, puis à aimer, ou peut-être même à aimer davantage ce que je suis au fur et à mesure? Ben, premièrement, le pardon, tu sais. Puis tu sais, une de mes phrases, c'est une phrase de Morpheus là, dans la Matrice. Là. What happened, happened and could not have happened any other way. Okay? Fait que ce qui est arrivé, c'est arrivé. Puis moi, c'est le message que j'ai compris, c'est ce que je pensais que je devais faire et c'est ce que je pensais que je devais faire pour maximiser mon talent pour mes enfants aussi d'une certaine façon. Puis, mais fait que le pardon inconscient, puis pour moi, il y a une différence un peu entre est-ce que c'est excusable et est-ce que c'est pardonnable. C'est peut-être pas excusable, mais je pense que c'est pardonnable d'une certaine façon. Puis de ne pas me juger, tu sais. De ne pas me juger, puis de m'accepter, puis de m'aimer, puis de me trouver pleinement adéquat comme je suis. Et puis que je ne suis pas parfait, mais je suis meilleur qu'hier. Hein? Et je suis... Puis le problème, puis ça, c'est une question que j'ai souvent comme en conférence, es-tu encore dans la performance? Puis ma réponse est absolument oui. Mais l'intention derrière est complètement différente de ce qu'elle était. Puis ce qui m'habitait, hein, puis ça, je l'ai comme bien écrit dans mon deuxième livre, là, mais ce qui m'habitait, c'était la peur de ne pas être assez, la peur de ne pas être aimé, la peur que si les gens savaient vraiment que je ne suis pas qui ils pensent que je suis, que je ne mériterais pas d'être aimé. Fait que la performance était habitée par la peur. Puis alors que maintenant, dans le pardon, dans l'acceptation, dans l'amour, puis dans l'humilité, puis la vulnérabilité, on l'a dit tantôt, incapable d'admettre que tu n'avais pas la réponse, incapable d'admettre que tu étais faible, incapable d'admettre que tu avais peur. Et aujourd'hui, ben, je ne suis plus là pantoute. T'sais. Moi, je le dis, je suis le messager. Je suis aussi le message. Le message, je véhicule mon message, mais je suis encore l'étudiant pour continuer à apprendre de ça. Ça fait que je suis dans la vulnérabilité, mais j'ai un coffre à outils, par exemple. Puis
Puis dans les... il y a un gap là, comme entre 2008 et 2012, là, OK, où est-ce que la finance me fait de la peine. La finance m'a enlevé mon identité. Et tout ce qui était associé à la finance, OK, moi, je l'avais associé à vous me faites de la peine, vous me faites de la souffrance. Fait que je m'étais fait une promesse de non-souffrir, OK, de non-souffrance. Fait que je l'ai renié complètement. Je l'ai complètement relié, je l'ai poussé. J'ai tout mon réseau, mes amis qui m'invitaient, tout ça. Vous m'avez fait de la peine, je ne veux plus vous voir, je vais aller me réfugier. Fait que je me suis acheté une robe, je me suis fait pousser à la barbe avec des colliers dans le cou, puis j'ai fait le tour du monde. T'sais? Puis à la recherche de quelque chose qui était ici. Mais pendant tout ce temps-là, là, moi, j'ai du talent. J'ai quelque chose à offrir. Puis le but, puis ton dharma dans la vie, hein, mais c'est de contribuer, c'est de faire une différence, c'est de combler tes besoins au-delà des tiens à partir de ce que tu as à offrir. Puis du talent non réalisé devient de la souffrance. Ça fait que moi, j'ai une expertise, j'ai un certain talent, j'ai appris quelque chose, j'ai quelque chose à donner, puis il y a un besoin. Okay? Ça fait que je suis encore dans la performance, okay? Mais la performance pour faire une différence, la performance pour servir, la performance pour changer la vie, les vies de plusieurs personnes. Fait que oui. Puis ça, chacun à sa vitesse. Pour quelqu'un, c'est 30 heures par semaine, pour quelqu'un, c'est 50 heures, 60 heures, mais c'est qu'est-ce qui t'habite derrière? C'est ça qui est important, puis ça fait, c'est-tu cohérent avec ton cœur, avec tes valeurs, avec ta mission, avec l'intention de ta mission? Puis si oui, mais that's it. Fait que je suis encore performant, mais pour les bonnes raisons, je pense. Ouais, j'entends toute la cohérence, Éric, dans ce que tu dis, toute la cohérence entre ma mission, ce que je souhaite, mes valeurs, l'alignement avec mes croyances. Et ce que j'entends, c'est je suis encore dans la performance par moment, mais ce n'est plus un mot qui va m'amener, bien, ça se pourrait, là, mais je ne pars plus à partir d'un espace de manque qui va forcément m'amener dans le doute, la peur, puis un potentiel d'épuisement. Je pars à partir d'un espace où j'ai envie de contribuer, j'ai envie de nourrir quelque chose de plus grand que moi-même. Et ça me donne de l'énergie à outrance. Ben oui, c'est là que l'altruisme, d'une certaine façon, devient de l'égoïsme. Tu donnes que pour donner, puis tu es nourri par ça. Absolument. Puis, je veux dire, j'ai une business quand même. Je fais des conférences, puis je fais de l'accompagnement. Mais puis ça fait qu'il faut que j'écoute quand même la satisfaction. Puis si je rends service, mais je ne le fais pas pour dire t'es bon. Puis, avec mon agent Horizon, on avait fait comme un showcase une fois, plusieurs conférenciers devant les clients potentiels. Puis Pierre Lavoie, il est là. Ben, je ne voulais pas être meilleur que Pierre Lavoie. C'est peut-être le meilleur conférencier au Québec. Ce n'était pas mon intention. Lui, bon, il était correct, il a quelque chose à donner, puis tant mieux pour lui. Mais moi j'ai quelque chose de différent à donner. Puis ma mission dans la vie, c'est d'offrir ce que j'ai à offrir. Puis ma mission, c'est d'offrir ce que j'ai à offrir, d'être le meilleur que je peux, sans rien envier, sans rien prendre aux autres. Puis sans me sentir menacé non plus parce que les autres font ou ont. Tant mieux pour eux autres. J'ai l'impression que tu viens de nous donner ta nouvelle définition de la performance. Donner le meilleur de ce que j'ai sans avoir à impressionner, envier qui que ce soit, en honorant uniquement ce qui est là au fond de moi, puis en l'offrant au plus grand nombre de personnes possible. Tout à fait. Mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que tu parlais de la différence entre la performance chez les hommes, mais on est des chasseurs. Okay? On est des chasseurs, puis on est programmé pour chasser, puis on est programmé pour voir ce qui nous manque,
pour manger et ce qui nous manque pour ne pas être mangé. Okay? Ça fait qu'on a un biais naturel négatif là, à focaliser sur ce qu'on pense que les autres ont plus, puis qu'est-ce qui nous manque pour avoir quelque chose. Fait que c'est pas facile, mais moi, je le fais comme je l'ai dit tantôt, dans l'acceptation de qui je suis, de ce que j'ai à offrir, puis je m'accepte, je m'aime pleinement pour ce que je suis. Mais, puis ça, c'est quelque chose souvent que je rencontre avec mes coachings, dans mes clients, ils ont de la difficulté à aller là. Non, mais c'est-tu correct? J'ai-tu le droit? Mais moi, je ne suis pas en train de dire que je suis meilleur que Ghislain. Moi, je suis en train de dire, moi, j'ai ça. Moi, j'ai ça, je l'ai dans le set, tu sais. Je te l'enlève pas, mais moi, j'ai ça. Je suis riche de ça. Oui, je trouve ça intéressant ce que tu soulignes là, parce que c'est arrivé encore ce matin où j'étais dans l'accompagnement d'une équipe, tu sais, puis je leur disais, les équipes performantes ont cette capacité de mettre en commun leurs talents et leurs forces. Au lieu de regarder ce qui manque, ils regardent de quelle façon ils contribuent au buffet, tu sais. Et toi, de quelle façon tu contribues au buffet? Puis la première personne qui a pris la parole, elle a commencé en disant, bien, moi, je pense que je suis un bon organisateur. Mais là, je ne suis pas le meilleur. Là. Je ne veux pas que vous pensiez qu'il n'y en a pas d'autres bons dans l'équipe, mais et c'est comme si, quand on est dans la performance ou quand on met de l'avant nos talents, nos forces, c'est comme s'il y avait une gêne qui vient avec ça, comme si c'était plus ou moins OK de le faire. Mais ça, c'est intéressant ce que tu dis, parce que les gens ont de la misère à dire « je suis un bon organisateur », ce qui n'enlève rien aux autres. OK? Mais là, le commentaire que tu as fait après, « je ne suis pas le meilleur ». Pourquoi tu dis ça? Ouais. De quelle façon est-ce que c'est utile à ce qui se passe en ce moment? Quel message que tu t'envoies, que tu permets aussi une espèce de jugement aux autres envers toi, que tu viens diminuer ton travail? Puis, tu sais, je veux dire, il y a une différence entre l'humilité et l'espèce de fausse humilité. Puis c'est exactement ça. Puis l'espèce de fausse humilité, pour moi, est absolument inutile. « Oh non, je ne suis pas bon, je ne suis pas ci, je ne suis pas ça. » Non, own your stuff. C'est Exactement. à toi, là, OK? Ça t'appartient, puis garde-le. Puis pas sans rien enlever aux autres. La question qui me brûle les lèvres depuis tantôt, puis je me suis dit, je vais attendre, je vais attendre avant de la poser parce qu'on est dans un autre espace. J'ai envie de t'amener là, Eric. Qu'est-ce que je dois changer dans mes paradigmes aujourd'hui qui va me permettre de marcher plus léger sur le chemin de la performance? Je sais que tu nous as brossé plusieurs éléments à gauche et à droite, mais si on avait à identifier des éléments qui sont dans notre sac à dos, dans notre baluchon, qu'on traîne à tous les jours, et que ça serait une bonne idée de s'en débarrasser, de parler de la peur, du regard de l'autre, de la comparaison, mais est-ce qu'il y a d'autres éléments que tu ajouterais à ça? Je l'ai dit tantôt, un peu, là, mais il y a deux choses. C'est quoi ton intention? Ah oui. Et c'est quoi ton intention? Puis est-ce que ton intention est cohérente avec ton cœur, avec tes valeurs et avec ta mission? Okay? Puis c'est ta mission, contribuer, faire une différence, peu importe. Et l'autre question que j'aime un peu aussi, c'est qu'est-ce que tu vas regretter le plus? Okay? Ben, tu sais, what happened happened and could not have happened any other way because it didn't. OK? Mais sans avoir aucun regret, ce que je regrette peut-être le plus, puis ce que je remarque aussi souvent en coaching, c'est ce que tu n'as pas fait. T'sais? Ce que tu n'as pas fait, puis ce que tu n'as pas fait, souvent par peur. On calcule, à Wall Street, on calcule souvent le risque de si j'investis 100 millions, OK, combien je peux perdre? Ouais. Si tu ne l'investis pas, là, qu'est-ce que ça veut dire pour ta carrière, pour les profits, pour l'impact que ça peut avoir aussi? T'sais? Ça fait que c'est quoi aussi? Qu'est-ce que tu regretterais le plus? Okay? Et quel est le coût de l'inaction?
Et qu'est-ce qui est sous-jacent aussi à l'inaction? J'entends toute l'importance de réfléchir à où est-ce que je n'ai pas osé exprimer ce qui était là, ce qui était disponible, mon talent, ma voix. Puis ça, c'est dans toutes les sphères de ta vie. Absolument. Parce qu'évidemment qu'on a un besoin de réalisation professionnelle, mais tu as un besoin de te réaliser d'un point de vue personnel, puis tu as un impact dans toutes les autres sphères de ta vie aussi. Ça fait que c'est quoi l'intention derrière? Oui, puis quand on s'est connecté juste avant d'entrer en ondes, ça a été une des premières questions que tu m'as posées. C'est quoi l'intention, Ghislain, qui est là par rapport à ton podcast, par rapport à ce que tu fais? En fait, ce que je trouve intéressant de cette question-là, la façon dont c'est arrivé tantôt, c'est que ça m'a ramené dans mes bottines, Éric, quand tu m'as posé cette question-là, parce qu'en toute transparence, à ce moment-là, j'étais connecté à toi avec cette part de moi qui se voit petit par rapport à un grand homme. Et quand tu m'as posé la question, ça m'a ramené dans mes bottines, ça m'a ramené dans mes shorts, ça m'a ramené dans ma zone de pouvoir, celle de pouvoir juste exprimer, en fait, celle de pouvoir exprimer qui je suis à travers ce que je suis. Et non pas aller dans l'espace de OK, moi, il faudrait bien que je l'impressionne, c'est la première fois que je le reçois sur la page, je ne voudrais pas qu'il pense que. Inconsciemment, ces peurs-là étaient là pour moi. Et j'étais dans la performance, dans la peur de, à travers tes yeux, à travers ce que les autres pourront penser, etc. Juste cette question-là, ça m'a permis de revenir chez moi. T'es fin, merci. Mais merci pour ça aussi. Mais ta réponse était belle aussi. Ta réponse était belle. Puis ce que j'ai aimé de ta réponse, c'est une façon de rester connecté sur le chemin. Puis ça fait le lien avec ce que je disais aussi tantôt. Là, ça fait que moi, je suis le messager, le message, mais l'étudiant, puis c'est ça. Puis c'est ça le but. Ça fait que t'as bien beau essayer d'être bon à Wall Street, bon dans le yoga, bon dans ta business, tout ça, mais le but, c'est de grandir. C'est de continuer à grandir avec humilité, vulnérabilité, puis tout ça pour mieux servir, puis de rester connecté avec des gens, puis avec des façons aussi qui vont te permettre de mieux grandir. Puis je veux dire, c'est facile de faire du développement personnel, là, mais ceux qui t'entourent aussi peuvent t'amener souvent des pistes de réflexion qui vont t'amener ailleurs, puis qui vont te challenger aussi dans tes croyances. Puis moi, d'une certaine façon, j'ai marié mon détecteur de mensonges. C'est ça que j'aime dans ma relation avec ma femme. Elle me le dit souvent, là, si j'exagère, si je dérape, puis si je reviens dans mes anciens patterns, puis dans mes peurs. C'est pas le fun, ça me fâche quand elle me dit ça. Mais c'est ça que je veux, c'est ça que je veux de la vie. C'est de rester humble pour grandir. Je veux pas avoir raison. Puis, en tout cas, mais c'était beau ta réponse que tu m'as dit. Puis, fait que sans se connaître, comme tu disais, on se reconnaît dans notre mission, dans ce qu'on fait, puis dans ce qui nous nourrit. Tout à fait. J'ai envie de revenir aux hommes, Éric, les hommes ou peut-être même les femmes qui nous écoutent, qui sont entourés d'hommes. Je sais que je suis tout, je le vois que la recherche de la performance, ça me fait souffrir. Je le vois que je suis en train d'échapper quelque chose. Je le vois que je suis en train de m'épuiser. Je vois que par moments, je deviens plus tendu, peut-être même plus tendu avec les gens autour de moi, avec mon amour, mes enfants, mes collègues. Je sens que je suis en train de devenir une bête. Et je sais qu'il y a un risque de glisser. Comment je fais pour en parler? Comment je fais pour m'ouvrir? Qu'est-ce qui t'aide, toi, à t'ouvrir? C'est tough en crème. C'est tough en crème parce que
les gens sont, je veux dire, on est tous en survie dans notre mode par défaut, qui voit les peurs potentielles, les dangers potentiels. On vit dans la polarité, dans la survie ou dans la mort. Puis, quand on voit un danger potentiel, le deuxième choix, c'est la mort. Ça fait qu'il faut qu'on trouve une solution à un problème qui n'existe même pas. Tout ça, ça se passe dans la tête. Fait que la personne avec qui tu vas parler est en survie. Okay? Elle n'est pas dans l'accueil, pas bien, elle n'est pas pleinement présent. Okay? Ça fait que si tu arrives et tu t'ouvres avec ton cœur, j'ai des défis financiers, ma compagnie va peut-être faire faillite, j'ai des défis dans mon couple, je ne me sens pas bien, je me sens déprimé. Okay? Tu vas te faire sortir une espèce de baliverne. Inquiète-toi pas, tu vas t'en sortir, tu t'en es tout le temps sorti, veux-tu aller prendre une bière ici et ça? Okay? Pour moi, qui est comme une insulte ultime. Là, moi, quand j'étais en dépression, là, ça m'a fait tellement mal de me faire dire ça. Là. Puis, fait, pour moi, OK, ben, il y a deux choses, mais c'est premièrement de m'accueillir. Puis, il y a quelque chose à quelque part, là, avec lequel cette association-là est faite, là, mais il y a peut-être un petit garçon là, à quelque part là, qui a 3, 4, 5, 6, 7 ans, 10 ans à un moment donné, qui a vécu un échec, un événement, puis une difficulté ou qui a eu l'impression qu'il fallait qu'il soit un homme, là, qu'il soit fort. Là, ça fait qu'il y a une espèce d'association avec ça. Puis moi, j'essaye, pour moi, de parler à ce petit garçon-là. Puis de parler à ce petit garçon-là, puis de l'accueillir comme l'image d'une mère, là, de l'amour inconditionnel le ferait. Puis comme le petit garçon qui s'est planté en vélo. Ben non, rembarque là-dessus, voyons donc, tu t'es pas fait mal. Non, pas pantoute. Okay? Juste de l'accueillir, puis de lui permettre de vivre sa douleur, vivre ses peurs, puis de le sentir supporté. T'sais. Puis, je veux dire, c'est un combat au quotidien, là, la santé mentale, puis pas être dans son mode par défaut. Ça fait que moi, je me donne ça au quotidien. Okay? Ça fait que ça m'arrive, puis je veux dire, l'automne, c'est toujours un bout différent, puis j'ai un ami, peut-être que tu le connais aussi, là, qui nous a quittés de façon abrupte, là, puis j'étais assez proche. Fait que tu vis des choses, fait que c'est de reconnaître tes émotions, t'accueillir sans jugement. Sans jugement. Comme une mère te prendrait, d'un amour absolument pur. Puis là-dedans, à un moment donné, sans le forcer, il y a peut-être des pistes de réponse qui vont arriver, d'espoir, de courage, qui vont ressortir de ça, qui vont émerger de ça. Puis là-dedans aussi, ben, tu es peut-être prête à accepter le support des autres. Puis moi, ce que j'ai un cercle d'hommes, mais de coachs, OK, dans lequel on se rencontre une ou deux, on se rencontre à toutes les semaines ou à toutes les 2 semaines, OK? Puis justement pour échanger, puis pas se donner des solutions bonbons, là. Et juste exprimer ce que tu as exprimé, puis tu sais, tu fais de l'accompagnement, tu sais. Je veux dire, le coacher, il a la réponse en lui. Puis ce que tu as besoin, c'est un espace pour vivre ce que tu as à vivre et toi seul connais la façon que tu as à le vivre puis que tu vas t'en sortir. OK? Tu as juste besoin de te sentir supporté. Fait que c'est ça, mais fait que s'accueillir, accepter l'aide, hein? Accepter l'aide, puis sinon, mais essayer d'aller le trouver et sans le forcer, permettre l'espoir. Tu sais, puis ça, c'est quelque chose. On vit souvent dans la polarité. Tu sais, le blanc, noir, les 1, les 0. OK? Oui, j'ai de la douleur. Oui, j'ai de la peine. Oui, je vis ça. Puis je m'accueille, puis j'ai le droit de pleurer, puis c'est terrible. Tu sais. Mais en même temps que je vis ça, là, puis que je me suis accueilli, c'est-tu possible que quelque chose. Puis c'est ça qui est intéressant avec ton mode, avec ton instinct de survie, puis ton mode par défaut, c'est que là, tu t'es identifié à la personne qui souffre.
Hein? Tu t'es identifié à la personne qui souffre, puis si tu te fais dire, ben non, ça va bien aller, ça va bien. Non, tu ne comprends pas. Je souffre. Exactement. Okay? Fait qu'il faut désamorcer cette personne-là. Il faut la désamorcer, il faut l'accueillir. Là, les épaules tombent. OK? Fait qu'en même temps que tu as fait ça, là, tu peux exister dans la dualité. Tu peux exister dans oui, mais je le sais, je l'ai déjà fait. J'ai la capacité, j'ai remonté. Mais tu sais, dans un amour, dans un accueil inconditionnel. C'est de la musique à mes oreilles, Éric, quand je t'entends parler de ça. Je regarde l'heure. C'est l'heure pour moi de te laisser aller, de te dire merci. On a une façon spéciale de clôturer nos rencontres sur Courageusement Humain avec un petit texte. Alors, j'en fais la lecture rapidement, Éric. La performance comme conditionnement et comme façon de vivre et d'exister pour démontrer ma valeur ou pour avoir l'impression d'être reconnu et apprécié, pour réaliser que se voir à travers les yeux des autres, ce n'est pas la meilleure façon de vivre ma vie. Faire la paix avec cette part de moi qui veut prouver, accueillir ce qui est, comme tu viens de le dire si bien, m'aimer et m'accepter, pas dans la perfection, mais dans l'évolution. C'est aussi ça, être courageusement humain. Éric, merci infiniment de ta présence. Si les gens qui nous écoutent voulaient te retrouver sur le web ou sur les réseaux sociaux, c'est quoi la meilleure façon de le faire? ericgiasson.com ou aussi Éric Giasson, conférencier sur Facebook ou sur LinkedIn et sur Instagram, le Yogi de Wall Street. Génial. Merci infiniment. Je te souhaite... Merci à toi, Ghislain. Au plaisir de te recroiser, mon cher.